Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur ce talk. Donc cet après-midi, on va commencer du coup avec une petite discussion autour des network policies et de ce qu'on peut faire d'autre pour sécuriser nos microservices dans Kubernetes. J'espère que vous avez bien déjeuné et que vous êtes en forme parce que ça va être un tantinet technique. Alors avant d'aller plus loin, on va commencer par remercier nos sponsors sans qui on ne pourrait pas être là, donc Alterway, Yvon et Smile. Merci beaucoup de nous accueillir sur cet event CloudWest. Je suis très content d'être là. Ensuite, du coup, notre agenda. De quoi on va parler? On va commencer par se rappeler un petit peu ce que c'est que la micro-segmentation. J'ai été chercher une petite définition pour qu'on se mette tous d'accord là-dessus. Ensuite, on va parler de AKS, spécifiquement parce que je fais surtout du AKS, c'est pas parce que ça marchera pas avec d'autres choses, mais on va parler d'AKS et des Kubernetes Center Policy. Ensuite, on va parler un petit peu de Consul, et on va saupoudrer tout ça de petites démonstrations qui, avec un peu de chance, marcheront correctement. Et enfin, à la fin, on discutera un petit peu de ce qu'on pourrait faire encore avec Consul Connect ou d'autres solutions. C'est un petit peu ce dont on discutera pendant cette session. Avant de commencer, ça serait impoli de commencer à parler sans me présenter. Donc du coup, je m'appelle David, comme vous avez pu le voir, donc je suis Cloud Solution Architect chez Selensa, et je fais beaucoup de Kubernetes dernièrement, par la force des choses, hein, comme beaucoup de gens. J'aime bien la Cloud Platform parce qu'on a plein de choses à faire dessus, on apprend toujours plein de choses, j'aime bien l'automatisation, et comme je trouvais que Kubernetes n'était pas assez complexe, et je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu de service mesh et un petit peu de trucs sur Consul, parce que j'aime bien la HIStack. Je suis MVP depuis 2019 parce que je parle beaucoup et très très vite, vous allez vous en rendre compte, et malgré tout, ça s'est pas calmé. Et je suis également un grand fan de Final Fantasy, comme le prouve mon petit avatar que vous voyez jusqu'ici. Ceci étant fait, maintenant que les présentations sont terminées, on peut y aller. Alors, à propos de la micro-segmentation, j'ai été chercher une définition, c'était pas si simple que ça, la seule que j'ai trouvée finalement, d'habitude je trouve ça sur Wikipédia, là j'en ai trouvé une qui est faite par VMware, à l'époque ils ont sorti leur fantastique produit, à prendre avec des pincettes, NSX, et donc du coup on dit que la micro-segmentation c'est quelque chose qui utilise la virtualisation réseau pour rajouter de la granularité en termes de zones sécurisées dans les data centers et les déploiements cloud. Ça permet d'isoler les différents workloads et du coup de voir la sécurité de manière séparée. Ça amène tout un tas de problématiques également de gouvernance, de qui gère la sécurité, etc. On va pas forcément parler de ça aujourd'hui, sinon on pourrait faire rien qu'une heure sur la gouvernance de la sécurité. Donc je vous propose qu'on enchaîne là-dessus. Néanmoins, vous avez le petit lien ici, comme je partagerai les slides à la fin, je ne sais pas encore comment je fais, mais je demanderai pour pouvoir vous les partager. Ceux qui sont intéressés pourront aller lire cette petite définition sur le lien qu'il y a ici. Alors, ensuite, la micro-segmentation, comme je vous l'ai dit juste avant, pour schématiser, parce que j'aime bien les schémas, considérez que classiquement, on a plutôt une zone réseau avec un firewall périmétrique. Et quand on parle de micro-segmentation, on va pas forcément enlever le firewall périmétrique, bien au contraire, mais on va rajouter des petits bonhommes qui vont sécuriser nos différents environnements. Sur la gauche, vous voyez, on a une seule zone réseau, et sur la gauche, on a cette même zone réseau avec des micro-segmentations qui représentent des petits firewalls distribués. Si on schématisait ça un petit peu, en gros, le firewall, c'est Gandalf, et quand on veut faire de la micro-segmentation, on met plein de petits black mages qui vont faire la même chose que Gandalf, mais à plein de petits endroits différents. D'accord? Donc on n'a pas les mêmes features, Gandalf il est beaucoup plus costaud que le petit black mage, et donc du coup il a beaucoup plus de features. Par contre, il n'est pas capable de voir forcément ce qui se passe au niveau local, et c'est pour ça que la micro-segmentation est très intéressante, et surtout, puisque c'est le slide suivant, quand on est dans un environnement microservice. Oui, parce que les microservices, c'est bien, mais les microservices, du coup, qui se parlent entre eux, ça rajoute une complexité. Encore une fois, on fait un focus sur Kubernetes dans Azure. Sur ce petit schéma, vous voyez que je représente en haut le control plan version Azure, donc AKS, et en bas le worker plan, avec du coup une représentation des node pools dans un virtual network, dans un subnet, pardon. Vous remarquerez aussi que j'ai mis 2 niveaux de NNG, parce que souvent on a un NSG au niveau de nos subnets par design, et là en l'occurrence, quand on fait du Kubernetes, enfin du AKS, on va avoir un Network Security Group managé par AKS, au niveau du coup associé au niveau du node pool et pas au niveau du subnet. Ce qui peut poser question d'ailleurs, parce que dans la mesure où AKS voit très bien ce qui se passe au niveau de ce NSG qui est associé, qu'il a associé lui-même à vos node pools, est-ce qu'on va garder le NSG au niveau du subnet level? Même chose, c'est une question de gouvernance. J'ai tendance à dire oui, mais ça implique des aléas dans la mise en production et les ouvertures de flux, et c'est des choses qu'il faut discuter longuement. Pourquoi du coup on parle de micro-segmentation encore une fois? Vous voyez, ce fameux firewall là, distribué, ce Network Security Group, il voit ce qui se passe dans le plan Azure. Mais est-ce qu'il voit ce qui se passe dans le plan Kubernetes?
Et ben la réponse est non, ou en tout cas pas tout à fait. Ça va dépendre de quelques modèles réseau éventuellement. Mais par défaut, il n'a pas vraiment d'idée de ce qu'on a déployé dans notre Kubernetes. Et donc du coup, il n'est pas forcément suffisant. Donc on a besoin d'autre chose, d'accord. Cette autre chose, eh ben, vous avez compris, on va parler des network policies. Alors, qu'est-ce que c'est la network policy? Avant d'aller dans la network policy, on va juste refaire un tout petit focus sur la sécurité vision Kubernetes. Si vous avez jeté un coup d'œil à la documentation Kubernetes, ce que je vous engage à faire si vous ne l'avez pas fait, on définit la sécurité avec 4 C, le cloud, ou le data center d'ailleurs, le cluster, le container et le code. D'accord. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, c'est pas nécessairement le cloud, ni le container, ni le code, c'est plutôt le cluster et les objets qui y sont associés, donc du coup, les fameuses network policies. Quand on regarde les topics qui sont définis sur chacun de ces areas de sécurité, on a à gauche, on a la cloud area, à la droite, on a la cluster area, et ce qui nous intéresse du coup, c'est dans la partie cluster, le petit truc qui est en gras, la partie network policies. C'est juste un petit appetizer pour vous montrer qu'il n'y a pas que ça dans la sécurité dans Kubernetes, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait un talk sur tout le menu de la sécurisation de Kubernetes. Donc je vais pas refaire son talk, on va juste nous focuser sur notre partie réseau au niveau du worker plan. Ok. Alors, c'est quoi une network policy? C'est un moyen natif, avec un point d'interrogation, d'isoler vos pods. Pourquoi je dis natif? Parce que c'est natif, mais en même temps ça l'est pas. C'est natif parce que ça existe dans l'API, c'est un objet à part entière, mais c'est intrinsèquement lié à ce qu'on appelle le Container Network Interface que vous installez au moment de votre cluster Kubernetes. Donc si vous êtes on-premise ou que vous avez déjà fait des installations, ça vous parle. Si jamais vous avez fait que du AKS ou des choses dans ce genre-là, en général c'est plutôt choisi pour vous. Côté Azure, on a deux choix. On a soit le Azure CNI, soit un truc qui est pas tout à fait un CNI qui s'appelle Kubenet, qui nous permet d'avoir une sécurisation, enfin une configuration réseau un peu minime. Il y a une troisième option qui est encore en preview, qui est le Bring Your Own CNI. Comme j'ai pas testé et que c'est pas non plus le sujet, on va pas trop en parler. Retenez ceci, la Network Policy, oui, c'est natif à Kubernetes en termes d'API maintenant, mais ça dépend vraiment de ce que peut vous fournir votre fournisseur de réseau dans Kubernetes. Et donc du coup, soit on prend Kubernetes, soit on prend Azure CNI dans Azure, et dans les deux cas, il faut bien spécifier au déploiement que l'on va activer les Network Policies, parce que si on ne le spécifie pas, Kubernetes il vous laissera pousser des définitions de Network Policies, mais elles marcheront pas, parce que on l'aura pas activé du coup au niveau de notre CNI, et du coup il considérera que ça marche pas. D'accord. Je vous ai mis en haut deux petits liens, encore une fois. Le premier lien sur la documentation Kubernetes, qui est un petit peu la référence dès qu'on fait du Kubernetes, il faut toujours aller jeter un coup d'œil dedans, elle est plutôt pas mal faite. Et en dessous, un GitHub fait par quelqu'un en particulier, qui a défini un certain nombre de recettes de network policies, et dont je me suis inspiré en toute honnêteté, je les ai pas inventées tout seul, et que je vous recommande si vous voulez commencer à faire un peu de micro-segmentation avec les network policies. Après, ceci dit, à la fin du talk, peut-être que je voudrais pas faire des network policies parce que je voudrais présenter d'autres choses. Alors, en termes de requirements, je vous ai déjà dit qu'il fallait l'activer au build time. Il faut choisir soit le fournisseur Azure, soit le fournisseur Calico si on est en Azure CNI. Si on est en Kubernetes, on n'a que le choix de Calico. Et d'ailleurs, au début, on n'avait pas le choix du tout parce que Kubernetes, au début, ne supportait pas les network policies. Il y a une petite différence sur la manière dont se comportent les network policies quand on prend Calico ou quand on prend Azure en l'occurrence. Il y a un article également qui avait été fait par les gens de chez Microsoft pour expliquer cette différence. En gros, il y en a un qui fait du L3 routing et l'autre non, mais vraisemblablement de ce que j'ai vu, ça a plutôt changé parce que on est passé du mode bridge au mode transparente sur la façon dont on construisait nos clusters AKS avec Azure CNI. Et ce que ça traduit finalement dans la documentation, c'est que maintenant on fait plutôt du L3 routing quand on fait de network policies. Donc a priori, le Azure CNI Network Policies se rapproche maintenant du Calico Policy. Donc c'est assez rigolo parce qu'on a eu un petit changement de stratégie. Je vous invite à lire cet article, il est très très intéressant, c'est toujours sympa de dire un deep dive une fois de temps en temps. Maintenant, si on se concentre sur l'objet Network Policies à proprement parler. Donc là, je vous ai marqué Network Policies in AKS, mais en fait, c'est dans Kubernetes, en vrai. On a un certain nombre de fields, comme tout objet d'API. Alors là, j'ai mis ça sous forme de tableau.
Pour essayer de vous représenter ça un peu simplement sur un seul slide. Ce sont grosso modo les éléments que vous voyez dans la première colonne, c'est les éléments que vous voyez sur le sans indentation dans votre fichier YAML. Et puis quand il y a un peu de décalage, ça veut dire que grosso modo, c'est des sous-objets, d'accord? Donc on commence par définir l'API version, forcément. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un objet à part entière dans la partie networking. Le kind de l'objet, du coup, pour dire ce que c'est comme objet, c'est network policy. Et après, on va avoir les classiques metadata pour mettre le nom de la network policy et le namespace, parce que c'est une ressource qui est namespaced. Il n'est pas possible nativement avec Azure, avec Kubernetes de faire une network policy qui est cluster wide. Si vous voulez en faire, ça va être un objet plutôt étendu de votre CNI. Par exemple, Calico fait des cluster wide network policies, mais ça implique d'ajouter un autre outil de ligne de commande qui est dans le cadre de Calico CTL, et c'est encore autre chose. Ok. Donc par défaut, l'objet de base c'est namespaced. Ensuite, on a les specs. Donc on va dire à quels sont les pods selectors. Pour ça, on va se baser sur les match labels, en l'occurrence. Ensuite, on va dire si c'est une policy type de type ingress ou egress, comprendre du coup si c'est pour régler du trafic entrant ou sortant. Et après, on va avoir dans des parties ingress ou egress, ça va dépendre aussi également, et on va définir un from ou un to pour dire de qui on autorise le trafic ou vers qui on autorise le trafic, si on est dans du ingress ou dans du egress, d'accord? On va voir un petit exemple juste après, ça sera un peu plus simple. Et pour cet exemple, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est préparé à l'avance un petit cluster AKS avec un petit virtual network forcément, un AKS cluster, et qui a notamment un backend Azure SQL, parce que j'étais prendre une application, sinon c'était pas très très rigolo. Et en termes Kubernetes, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors attendez, je retrouve plus ma flèche. Elle est là, voilà. Non, elle est pas là. Problématique de flèche. Hop. Excusez-moi. Ah. J'arrive. Voilà. Non, toujours pas. Alors, ça y est, j'ai retrouvé ma flèche. Voilà. En termes d'objets Kubernetes, excusez-moi pour ce petit intermède de confusion, on va avoir une application en mode microservice avec un front service que l'on va accéder, qui accède normalement à des backend API, qui eux-mêmes également accèdent à au backend SQL. Et du coup, notre scénario, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut sécuriser cette partie front pour qu'elle soit la seule à accéder à nos backends et qu'il n'y ait pas autre chose. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va déployer notre application, on va regarder cette application et on va vérifier que c'est pas sécurisé, et puis ensuite on va implémenter un petit peu de network policies. Alors là, du coup, j'ai un slide qui représente un petit peu ce que ça pourrait être, mais comme j'aime bien les slides, mais que je préfère les démos, on va faire attendez, hop, on va changer d'écran et on va basculer sur mon VS Code. Alors, un petit clear. Vous voyez du coup dans l'écran là, on a une network policy qui est définie, mais je veux revenir un petit peu là-dessus. On va commencer par définir nos éléments. Alors du coup, on a tout un tas de déploiements à mettre en œuvre. Donc on va faire un copy-paste du répertoire et on va faire un K parce que j'ai mis un alias pour kubectl parce que je suis un fainéant. Hop. Et là, on va lui dire de déployer tous nos petits environnements. Ok. Normalement, ça va bien se passer. Voilà. On va lui dire également de faire la même chose en termes de service. Hop. Hop. On a nos services. Je vais agrandir un petit peu ça, parce que ça nous fera plus de place. Voilà, alors on va nettoyer notre écran. Donc du coup, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait un service front et un service back qui sont répartis dans des namespaces différents. Donc si je fais un kubectl get ns pour lui demander les namespaces, vous voyez que je vais en avoir un certain nombre. Et ceux qui nous intéressent, que j'ai créés au préalable et dans lesquels j'ai déployé, on a un web que vous voyez par ici, et on a un API que vous voyez par ici. Ok. Alors attendez, hop, on va faire on va lancer Zoomit au cas où on a besoin de faire des zooms. Voilà. Si je fais un contrôle et non, c'est pas le bon écran. Excusez-moi. Hop. Voilà. Ici, on peut zoomer. Comme ça, vous voyez bien mieux mon écran si jamais il y a besoin. Donc, du coup, je vous disais, il y a bien un namespace web et un namespace API. Vous remarquez que je les ai créés un peu à l'avance. J'ai triché. Et du coup, si je fais un get svc pour dire que je vais chercher les services dans mon namespace web, je vais avoir mon service front.
Voilà, vous remarquerez, même chose que cette fois-ci, on a bien un service qui s'appelle TripViewer Service, de type load balancer avec une adresse IP publique. Ok, et a priori, il expose le port 80. Donc ça veut dire quoi? Que si je prends cette adresse-là, que je la copie, que je vais chercher une fenêtre dans mon navigateur, que je vous la mets là, hop, et que je fais un http hop, hop, a priori, il va nous afficher notre page de TripViewer. Formidable, on est content. Alors attendez, je vais fermer juste une fenêtre de dialogue parce que sinon ça fait du bruit. Un des services qui est en back-end, c'est le user profile que vous voyez là, qui nous affiche un profile. Un autre service, c'est le service trip, qui nous affiche des trucs sur les voyages. Formidable. Alors du coup, là pour le moment, on accède à notre back-end, mais ce qu'on n'a pas sécurisé, ce qu'on n'a pas fait, c'est sécuriser tout ça. Comment je vais m'assurer que c'est pas sécurisé? Et ben je vous propose de créer un pod spécifiquement pour ça et de vérifier qu'on peut accéder à ce pod, enfin à notre service, à nos services back-end sans trop, depuis autre part que du coup notre front-end. Donc pour ça, on va faire un cas run pour dire qu'on va exécuter un pod. On va l'appeler test CloudWest. Moi image égale nginx, on lui spécifie pas autre chose, on lui spécifie pas de namespace, du coup il va aller dans default, et normalement, si tout se passe bien, et ben on pourra faire sur ce... On pourra essayer d'accéder à notre back-end depuis ce pod-là, et on verra bien que du coup pour le moment c'est pas sécurisé. Alors du coup faisons un petit essai. Get pod, j'ai pas besoin de spécifier de namespace parce que je l'ai créé dans default et normalement il est là, il est running. Super. Alors comment est-ce que je fais pour vérifier, pour accéder à mes back-ends? Je vous ai dit que du coup j'avais un certain nombre de choses qui étaient dans le namespace API, d'accord? J'ai une commande pour ça que je vais vous afficher. En l'occurrence, là je fais juste get service. Je vous ai dit que du coup j'accédais à user profile et puis trips, d'accord? C'est deux services qui sont pas exposés directement, donc c'est bien que exposé depuis une adresse de type cluster IP. Néanmoins, je peux quand même y accéder à travers mon service exposé ou à travers un autre pod avec quelques informations. J'ai à ma disposition les informations faites par mes équipes de dev, parce que moi je suis pas le dev qui a fait ces containers-là. Si je prends le user profile et que je vais voir dans le readme, et que j'affiche du coup le readme en mode preview, parce que c'est un markdown, je vais récupérer une jolie commande qui me dit que je peux tester avec un curl, du coup, l'accès à ce service. Alors ça sera pas exactement la même chose, puisque moi et mon service, il s'appellera pas localhost, je vais pas le faire depuis mon service, depuis mon pod, je vais le faire depuis un autre pod visiteur qui est le pod test CloudWest. Donc du coup, il va falloir que je m'appuie sur le nom du service, qui ici, du coup, est user profile SVC. Il faudra que je spécifie bien sûr le namespace et que je spécifie également le port, et vous pouvez remarquer que moi, ici, mon port, il est pas en 80, il est en 80-80, il est en 80-82. Bon, très bien. Maintenant qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on va essayer. Donc on va pas se connecter sur le pod directement, on va juste exécuter une commande, parce que du coup c'est un pod et il n'est pas exposé et on se connecte pas dessus directement, c'est un peu l'intérêt. Donc on va faire un cas exec pour lui dire qu'on veut exécuter une commande dans ce pod-là. Voilà. On va lui faire un du coup curl, la commande qui était marquée là, donc c'est -i -x, get, et on nous dit que c'est entre simple code, très bien, http c'est pas localhost, je vous ai dit, c'est le nom du service, user profiles svc. Alors il y a une petite subtilité, quand vous êtes entre plusieurs namespaces, il faut rajouter le nom du namespace derrière, du coup il s'appelle .api, et ensuite c'est api /user. D'accord? Et donc si tout se passe bien, ah non, il faut que je rajoute les ports, je vous ai dit que j'étais en 80-82, si tout se passe bien, normalement j'y accède. Et du coup, il va me dire qu'il trouve quelque chose. Si jamais j'ai fait un truc qui foire, et ben ça marchera pas. Alors, tac, 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 je me suis trompé, tac, 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 parce que user profiles SVC, ça répond, mais il me dit qu'il a fait une erreur. Alors, host a terminé avec une erreur. Alors attendez, je vais essayer une autre commande, juste pour vérifier, pour voir que ça marche bien. Tac, tac, tac. C'est bien 80-82. Je l'ai bien tapé. Je l'ai bien tapé. Non, j'ai pas tapé au bon endroit. Si je tape ça au mauvais endroit, c'est
ici qu'il faut que je tape 80, 82. Voilà. Toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors. Ah. C'est intéressant parce que du coup, je suis en train de vous montrer que c'est sécurisé, alors que ça devrait pas l'être. API user, c'est bien ça le nom de mon service. Je ne suis pas trompé dedans. Alors. Attendez, je vais essayer l'autre. Hop. C'est la magie des effets démo. Hop. Alors, on va recommencer cette fois-ci. On va pas faire celui-ci. On va faire le l'autre service. Attendez, si je fais ça comme ça, je peux pas le faire. Là, get svc-n API. Hop. Alors, on va essayer celui-ci. Kexec. Comment il s'appelle mon pod? J'ai oublié le nom de mon pod. D'abord, getPod. Hop. Voilà. Donc, kexec. Test. Load. West. C'est bien ça. On lui fait un, du coup, curl-i-x. Get. Du coup, cette fois-ci, je prends l'autre service. On va prendre trip svc. Il manque un S. API 2.8081, celui-ci. Et là, on va faire un API trips. Voilà. Et je check, c'est comme ça que ça s'écrit. Ouais. Oh! Ah, je suis trompé en écrivant mon nom de pod. C'est pas ça. Test. Ah si, c'est ça. Excusez-moi. J'ai mis un test en trop. Voilà. Voilà, ça répond. Bon, du coup, c'est bien pas sécurisé avec celui-ci. Alors, maintenant qu'on a vu ça et qu'on a vu que j'ai bien galéré sur ce truc-là, revenons à nos moutons. On s'est dit que du coup, on voulait sécuriser et s'assurer que seul notre pod principal pourra accéder à tout ça. Donc, on va commencer par se faire une première network policies qui va dire que on supprime tous les accès. Alors, c'est un petit peu subtil au début, les network policies. Donc là, on dit qu'on veut contrôler du trafic ingress. Donc déjà, c'est une policy de type ingress. D'accord. Hop, excusez-moi. Voilà. Ensuite, du coup, on va l'appliquer dans le namespace API, puisque ça s'applique à la partie API, et on va l'appeler default generate ingress. Et comment est-ce que ça marche? Donc en termes de pod selector, on va faire un select de rien, ça veut dire tout. Et donc du coup, tous les pods on va interdire en gros tous les pods l'accès à ce namespace, à tout ce qui est dans ce namespace là, d'accord? Alors on va faire un petit clear, hop, j'ai déjà fait. Je vais faire un cas apply de cette network policy. Je prends le fichier qui est juste là. Hop, ici, voilà. Copy paste, clac, clac. Ok, formidable. Il va nous faire son truc. Super. Si je refais ma commande de tout à l'heure, normalement, ça ne doit plus marcher. Et même également la partie, comme là j'ai tout interdit, normalement, mon OpenHAG va plus non plus marcher. Donc du coup, c'était la partie trips que j'ai cassée. Enfin non, j'ai tout cassé, là j'ai tout fermé. Donc là, du coup, normalement, vous voyez qu'il est en train de mouliner. On va le laisser mouliner tranquillement dans son coin. Et pendant qu'il mouline dans son coin, on va regarder de l'autre côté. Là, il nous dit que il n'arrive pas. Hein, typiquement. Là, tout à l'heure, on avait une API qui répondait. Là, maintenant, on n'a plus rien.
ça veut bien dire que ça marche pas. Mais pour le moment, le problème, c'est qu'on a également fermé le trafic pour le front. Donc ce qui est pas très très bien. Donc du coup, il faudrait le rouvrir sur le front, de manière un peu plus granulaire. Donc du coup, on va faire une autre network policies, que vous voyez ici, qui va nous dire quoi? Et bah, qui va nous dire qu'on va sélectionner comment est-ce qu'on peut fonctionner, toujours tout ça. Alors là, on en a un certain nombre, j'en ai fait 2 en fait, parce que j'ai 2 microservices qui doivent être accédés. J'ai le microservice trip, c'est le microservice user profile, et donc du coup, je dois faire 2 network policies, d'accord? Donc on va regarder, la première network policies, ici c'est user profile, et du coup on l'appelle, la network policies on l'appelle hello TripViewer ingress API profile, et du coup la deuxième on l'appelle hello TripViewer ingress trip. C'est complètement aléatoire, enfin pas aléatoire, mais c'est moi qui ai choisi, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On la met encore une fois au niveau de l'API, et par contre du coup c'est un peu plus compliqué cette fois-ci. Comment est-ce qu'on fait pour dire qu'on autorise du trafic depuis quelque chose en particulier? Eh ben on va utiliser les labels qui sont présents sur notre déploiement, qui sont ici. Donc du coup si on regarde notre déploiement, alors du coup attendez, je vais garder ça ouvert là, je vais prendre mon TripViewer qui est ici, et vous remarquerez que du coup dans les labels il a un app TripViewer. Alors attendez, c'est celui-là ou pas? TripViewer, deploy, ouais, c'est celui-là. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est voilà, c'est ici. Voilà, il a un app TripViewer et il a un namespace web, et c'est déjà pas mal. Alors du coup, si je regarde après à partir d'ici, j'ai un match label, tac tac tac, c'est pas le bon que je regarde. Namespace selector, tiers, front, donc j'ai une correspondance ici, trip insight, app trip insight. Je vous montre pas le bon truc depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous montre? Namespace web. Clac, 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 clac. Comme quoi je me souviens. Ah, voilà. On est par là. Hop. On va sélectionner du coup. Ah, c'est au niveau des namespaces que j'ai mis les trucs. Pardon, excusez-moi. Je me mélange. J'ai fait une network policy où j'autorise le trafic depuis le namespace. Donc, du coup, j'ai rajouté au niveau de mes namespaces qui sont là des labels, et c'est ici. Voilà, je vais mélanger. On peut faire les deux, hein. On pourrait très bien autoriser pas justement le namespace, mais plutôt les pods en particulier. Là, j'ai fait simple, j'ai dit le namespace front a le droit d'y aller. Et du coup, le namespace front, c'est le namespace qui s'appelle web, et je lui ai rajouté deux labels, un label tiers, marqué avec la valeur front, et un label app avec la valeur trip insight. Si je regarde ma network policy qui est ici, vous remarquez que du coup, j'autorise from namespace selector, c'est marqué noir sur blanc, enfin bleu sur noir en l'occurrence. Je prends le namespace qui ont les labels tiers front et app trip insight. Bon, maintenant qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on va faire un copy-paste, on va appliquer ça, et on va vérifier que ça marche. Donc on va faire un k apply, f, clac, il va nous faire notre truc, et on va essayer de voir que ça rétablit bien le trafic de l'autre côté. Donc là, vous voyez, c'est l'erreur de tout à l'heure. Avant que ça remarche, il va falloir un petit peu de temps, parce que il a un peu de temps avant de marcher quand même. Donc on va le laisser faire sa network policies. Ici, c'est passé. La network policy nous sécurise toujours le trafic de ce côté-là, ça n'a pas changé par rapport au pod qui est dans le default namespace, donc on va avoir la même erreur que tout à l'heure, et vraisemblablement tout à l'heure, si on rafraîchit un petit peu sur ce truc-là qui est en fond d'écran qui fait que c'est pas très très lisible, si je clique dessus, hop, voilà, on voit bien que du coup c'est bien rouvert alors que tout à l'heure j'avais une erreur. Donc du coup, on a réussi notre truc, c'est bien, on est content. Mais est-ce que c'est facile? Pas tant que ça, oui. Même moi, je me suis encore mélangé, pourtant j'avais préparé mon sujet. Alors, attendez, je vais repasser sur les slides qui sont du coup ici. Hop, Shift F5. Voilà, donc on en était à cette partie, on avait fait une image d'un pod pour qu'il aille ailleurs, enfin pour qu'il puisse se tester le trafic. On a vu que du coup, une fois qu'on avait isolé, on avait une erreur, et puis qu'après il fallait refermer. Très bien, ça c'est fait. Et donc du coup, bon, on a un moyen, un premier moyen avec les network policy. Alors c'est pas la conclusion complète, hein, c'est la première conclusion. Ça dépend du network plugin, c'est pas trop compliqué, il faut connaître les services, mais c'est un peu compliqué à mettre en œuvre parce que il faut définir le trafic requis. C'est pas facile à maintenir parce qu'il n'y a pas vraiment de moyens super user-friendly pour faire ça. Alors, il y en a quelques-uns, mais pas natifs en l'occurrence, et c'est pas forcément suffisant pour le Zero Trust parce que on a juste fait une restriction réseau, on n'a pas encore fait tout ce qu'on voudrait faire en plus en termes de sécurisation du trafic entre nos pods. On y reviendra un petit peu à la fin en conclusion. Bon, ça marche, mais en gros on se dit que ça suffit pas. Alors du coup on va regarder autre chose.
On va regarder un truc qui s'appelle Consul Connect, qui, comme son nom l'indique, est un élément de Consul dans la partie HashiCorp. Et donc du coup, Consul, c'est un service mesh. Un service mesh, euh, c'est un truc qui nous permet de rajouter une couche de sécurité réseau de service à service pour faire tout un tas de choses assez sympathiques, comme par exemple du MTLS ou encore de la sécurisation, et surtout avoir un contrôle plane dédié. Ce qui est assez sympathique avec Consul, en l'occurrence, c'est qu'en plus il est par défaut multi-cloud. Donc ça c'est intéressant, on n'est pas obligé d'utiliser celui-ci en l'occurrence, hein, mais j'aime bien Consul pour d'autres raisons. On va du coup regarder d'autres moyens qui nous sont présentés par Consul pour sécuriser nos environnements. Et avant d'aller plus loin, juste pour que vous sachiez, si jamais vous voulez pas faire du Consul et juste prendre un autre service mesh, on a, comme pour beaucoup de choses dans la communauté Kubernetes, on a un truc qui s'appelle SMI, donc le Service Mesh Interface. C'est un standard qui est défini et dans lequel du coup on définit comment doit fonctionner un service mesh. C'est-à-dire que c'est pas chaque service mesh qui a son propre implémentation. Rassurez-vous. Ce que je vais vous définir après qui s'appelle les intentions dans Consul, c'est un objet qui est défini dans le SMI et qui permet de sécuriser les services entre eux à travers un service mesh. Et du coup la partie définition d'objet côté service mesh, que ça soit Consul ou Linkerd ou un autre, a priori, s'il respecte bien les spécifications SMI, vous allez retrouver Opti. Okay, si vous voulez faire un service mesh qui est en dehors de votre cluster Kubernetes et qui permet aussi de faire du service mesh multi-cloud, Consul est un concurrent sérieux. Ok, enchaînons. On va pas détailler l'installation, on va juste vous montrer qu'elle est faite en l'occurrence parce que j'ai déjà faite. L'installation Consul dans Kubernetes, c'est pas très compliqué. Il y a un Helm chart qui existe et qui est disponible. Alors c'est pas très compliqué, c'est pas vrai. C'est pas hyper compliqué, mais c'est quand même un peu compliqué parce qu'il y a un certain nombre de configurations qui sont pas mises par défaut, qu'il faudra lire. Et notamment, nous, ce qui nous intéresse là, c'était juste de faire une install assez basique de Consul et de Consul Connect. On n'a pas tout mis en place dans les features de Consul pour faire de la sécurité. On s'est focusé juste sur la partie pour pouvoir faire des intentions et pour pouvoir avoir ce que je vous représentais sur le slide d'avant. Attendez, je vais remettre ça. La communication service to service qui s'appelle le gossip, qui est un truc spécifique à Consul de manière à ce que ça soit chiffré. Donc à part ça, j'ai pas mis toutes les features de sécurité et pour être tout à fait honnête avec vous, pour l'instant j'ai pas eu le temps de finir tout ça et quand je les mets en l'occurrence ça casse. Donc pour des raisons de démonstration, on va pas tout faire. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que comme beaucoup de services mesh, Consul fonctionne avec un sidecar, c'est-à-dire que du coup, il va injecter un container sidecar dans vos déploiements et il va se baser sur Envoy, comme tous, et c'est Envoy qui va du coup devenir entre guillemets le proxy de tous vos microservices. C'est pour ça qu'on peut faire tout un tas de choses assez intéressantes. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va rebasculer sur notre VS Code. Ok ? Alors, on va supprimer tout ça, juste du coup, que je vous montre quand même comment est-ce que j'ai fait l'installation, même si je la fais pas avec vous. J'ai installé ça à travers un Helm chart, j'avais juste un fichier YAML de configuration. Oui, il y a quand même un certain nombre de choses. Il faut savoir un petit peu à quoi ça consiste, c'est plutôt bien documenté. Vous remarquerez d'ailleurs en l'occurrence que ici j'ai commenté cette partie-là, parce que quand je la mets, ça me pose des problèmes et du coup pour le moment je le mets pas. Par contre, vous remarquez que j'ai mis quand même un petit peu de chiffrement sur la partie encrypt. Bref, passons, parce que le temps s'écoule, et donc on n'a pas non plus toute la journée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre l'application, mais on va la déployer dans un autre namespace, parce que je veux garder cette application-là pour comparer, et on va mettre en œuvre une partie avec Consul. Avant de faire ça, on va juste vérifier que Consul est bien installé. Donc on va faire un k get all, en spécifiant le namespace Consul, et vous allez voir qu'on a un certain nombre de choses qui vont arriver. Voilà. Donc on a des réplicassettes, on a des services et tout, formidable. Et donc du coup, on va se mettre sur, on va faire un port forward sur le service qui nous permet d'exposer la user interface de Consul, parce que je ne l'ai pas exposé sur internet comme il n'est pas complètement sécurisé, et après on va se connecter dessus. Donc un kubectl port forward, ça permet d'exposer en local sur votre adresse locale un service qui ne serait pas forcément exposé sur l'extérieur. Donc là vous voyez que du coup j'ai fait un port forward du Consul UI qui sur le port 18443. Donc du coup si je me mets ici, que je vais voir ici,
hop, je vais faire un localhost. Alors non, c'est pas un HTTP, c'est un HTTPS, pardon, parce que du coup j'ai quand même mis en place un petit peu de HTTPS, voilà, il est déjà là. Hop, on va faire ça. Et là, vous voyez, du coup, qu'on lance la partie consul. Pour l'instant, on n'a pas de service à part consul et la partie Ingress Gateway, je ne vais pas revenir sur ce que c'est. Et on a les notes qui apparaissent, et notamment, on voit la caisse note pool 1, on n'en voit que 2, c'est bizarre, on ne devrait pas en voir que 2. Espérons que ça ne va pas tout casser. Et dans intention, pour l'instant, on n'a rien. Et les intentions, c'est ce qu'on va vouloir vous montrer. Alors attendez, parce que du coup, je suis en train de me rendre compte qu'il me manque probablement un slide avant d'aller à la suite. Parce que je ne vous ai pas montré la partie intention. Attendez, je vous affiche ce slide là. Hop. Voilà. Tout à l'heure, on avait l'objet Network Policies, là maintenant, enfin Network Policy, là maintenant on a l'objet intention. Donc c'est un CRD, c'est-à-dire Custom Resource Interface, qui est lié, non, Custom Resource Definition, pardon, qui est lié au fait qu'on installe ça via l'installation de Consul. Et c'est un objet qui permet de faire d'autres choses, et des choses un peu plus sympas, potentiellement. Notamment, du coup, on va toujours avoir un nom. Par contre, on peut pas le mettre en termes de namespace parce que c'est une feature payante de Consul. Il faut avoir la version Enterprise. C'est pas trop grave. Et par contre, regardez, du coup, en termes de destination, c'est un peu plus simple. Destination et source. Et on va sélectionner le service par son nom. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Et les destinations et les sources, pareil, on va sélectionner les services. Après, on va avoir un certain nombre de permissions et on peut être assez granulaire dans ce qu'on peut autoriser, notamment avec soit un pass particulier au niveau 7, du coup, en termes réseau. Pardon, soit au niveau même méthode d'API, si jamais on veut aller jusque-là. Donc il y a des tas de choses qui sont assez intéressantes. On peut pas aller jusqu'à ce niveau-là de granularité en termes de sécurisation avec les network policies. Donc ça, c'est un truc qui est hyper important. Maintenant que j'ai vu ça, hop, on va faire un échappe ici, on va se remettre là-dessus. Donc ça, c'est bon, c'est prêt, ok. On a déployé notre environnement, on a montré pardon que Consul était là. On va faire un clear ici et on va déployer notre environnement. Vous remarquerez que du coup, dans mes subctl manifeste, j'ai un certain nombre de choses. J'ai des services. Hop, je vais commencer par là. Copy paste, apply, f. Hop, on va laisser faire ça. Et ensuite, on va faire la même chose pour les déploiements. On va attendre qu'il ait fini ici. Voilà. Hop. K, apply, F, clac. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à tout à l'heure sur ces déploiements? On va juste jeter un petit coup d'œil quand même pour s'en convaincre. Tout à l'heure, on avait nos services qui étaient classiquement exposés. Là, si je regarde, allez, prenons celui-ci, vous remarquerez que du coup, nous avons au niveau des templates, là, on a des annotations et on a le HashiCorp consul hashicorp.com connecting inject true, ça veut dire qu'on va faire l'injection. Ce paramètre-là qui est commenté, vous pouvez l'oublier, il faudrait que je l'enlève. Il n'y a plus besoin de le mettre depuis la version 1.9 de consul, je crois, donc du coup, c'est pas très intéressant. Là, du coup, en faisant ça, on fait l'injection du sidecar dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup, si je fais un k-get, attendez, je vais vérifier parce que du coup, je sais plus dans quel namespace c'est mis. Voilà, donc du coup, j'ai un web consul, j'ai un API consul, et je crois que j'ai un trip inside consul. J'ai tout mis dans le même namespace, du coup. Donc, je vais faire un k-get pod-n. Voilà. Et là, normalement, mes pods sont en train de déployer dans les déploiements. Ils sont tous running. Et vous remarquez par rapport à tout à l'heure, non là on va pas le voir, on a un peu plus de containers que tout à l'heure, si on le voit d'ailleurs, ready 2, parce que du coup on a le sidecar en plus, d'accord. Si je me remets sur mon interface web, normalement je devrais voir apparaître dans mes services des trucs en plus. Voilà, super. Et donc là vous pouvez voir qu'on voit tous mes services qui sont là. Pour l'instant, j'ai rien mis en termes de sécurité, donc du coup, a priori, rien ne m'empêche d'accéder à mes services et à ce que mes services s'accèdent entre eux, d'accord. Je pourrais éventuellement envisager du network policy, mais là, du coup, j'ai un sidecar qui change un peu la donne. Je n'ai pas exposé le service sur Internet, je vais vérifier, mais de mémoire, k-get svc-n tripside consul, hop. On attend que ça réponde, voilà. Vous remarquez que cette fois-ci, le trip viewer SVC consul, il n'a pas d'adresse IP publique, parce que quand on met dans un service mesh, en fait, de toute façon, il faut passer par la gateway proposée par le service mesh, ou selon le service mesh que vous avez couplé ça avec un ingress controller, et là, on l'a pas fait pour des raisons de limite dans le temps, en l'occurrence. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va faire un port forward de notre service, alors attendez, parce que du coup là, vous voyez rien, hop,
on va faire un port forward de notre service TripViewer sur le port 30080. D'accord? Et du coup, je vais reprendre ma fenêtre là, et vous allez voir que c'est sensiblement le même service que tout à l'heure. Si je vais voir sur localhost, localhost, le point, non, c'est pas ça, c'est ça, 30 080, tout se passe bien. Voilà, on a le même service que tout à l'heure. Quand on appuie ici, on voit le dernier trip. Quand on voit user profile, on voit la même chose. Pour l'instant, il n'y a pas de micro-segmentation. On est embarqué dans un service mesh et tout le trafic passe par les proxy envoy, mais on n'a rien rajouté de plus. Alors du coup, maintenant, on va rajouter un peu de sécurisation, parce que sinon, c'est pas marrant. On va regarder du coup, dans cette partie-là, j'ai un petit répertoire qui s'appelle Zero Trust, et je vais faire une intention qui commence par faire un denial. Même chose que pour les network policies. C'est sensiblement la même chose, sauf que du coup c'est un peu plus simple cette fois-ci. On a destination étoile, source étoile, et on dit que l'action c'est deny. Bon, là pour le coup c'est pas plus compliqué que ça. On va faire un copy paste, on va appliquer ça. Alors pas dans cette fenêtre là, ici, hop. Apply, F, hop. Voilà. Et si je me remets sur la fenêtre ici, je vais aller voir sur Consul, et normalement, on devrait voir apparaître des intentions en plus, sauf si j'ai raté quelque chose. Non, on la voit pas, j'ai raté mon truc. Alors, il est où? Deny all created. Et je la vois pas dans mon interface web. C'est bizarre ça. Service, ils sont là. Intention. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je vois pas mes intentions? Oh. Tac, et j'ai quoi comme intention là? J'ai celle-ci, on va regarder aussi, hop. Sur celle-ci, je vais commencer à lui dire que j'autorise le trafic entre certains services. Alors, attendez, parce que du coup, je dois avoir quelque chose quand même que je ne vois pas ici. Si je clique sur TripViewer ici, maintenant, là, qu'est-ce qu'il me dit? Là, pour l'instant, il me dit que tout est ouvert. Il me dit que tout est autorisé, intention or set to default low. Pourtant, il me semblait avoir rajouté une intention. C'est intéressant. Alors, attendez, qu'on regrossisse ça. Décidément, aujourd'hui, c'est pas super la démonstration. Get intention. Ah pardon, c'est pas ça, c'est service intention, tant pour moi. Moins A pour dire que c'est dans tous les namespaces. Et on a bien une deny all synced false. Ah, elle n'est pas synchronisée. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Donc j'ai un petit souci sur mon environnement, je sais pas pourquoi. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il me fait. Tac, décidément. Clac, clac. Qu'est-ce qu'il me dit cette fois-ci? Unchange. Ah, alors attendez, j'ai une petite idée là-dessus. Get. Je pense que je sais pourquoi. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il me manquait un node dans mon environnement, et je pense que c'est ça qui lui va pas. Clac, 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 clac. Dans mes nodes, il me manque un cluster, il manque un node pool, et du coup, ça veut dire que mon consul ne marche pas correctement. Ah, j'ai pas vérifié ça, c'est pas bien. Du coup, ça risque de nous poser problème. Alors, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai des captures d'écran au cas où. Si j'allais voir juste par contre sur le cluster, je pense que si je vous montre ça, vous allez comprendre pourquoi ça marche pas. Je vais vous expliquer parce que c'est rigolo, mais on va pas faire de debugging parce que le temps passe encore une fois. Alors, hop, on se met sur notre environnement, on va regarder un petit cluster Kubernetes qui est par ici, si ça finit bien de charger. Un petit peu long. Hop, il est là.
Donc du coup, on va se servir de l'explorateur graphique de Kubernetes qui est à notre disposition. Si je vais voir dans les workloads, je vais voir dans le namespace consul, je pense que j'ai un petit souci sur certains de mes trucs. Voilà. Alors, namespace consul, il est là. Consul ingress gateway, non, c'est pas très grave ça. Consul controller, consul injector, Redis 2, c'est intéressant. Hop, réplique 7 parce que je crois que j'ai un stateful set normalement qui doit traîner sur consul. J'en ai 3. Alors c'est intéressant parce qu'il a l'air de dire que tout va bien ici. Et pourtant, moi je vois que 2 nodes. Donc je sais pas pourquoi. J'ai un truc qui s'est pas comporté correctement. Bon, c'est pas très grave. On va pas insister, c'est un truc qui se débug relativement facilement, il faut juste regarder pourquoi. Et c'est vraisemblablement lié au fait que je fais du start-stop de mon cluster, ce que vous ne devriez pas faire en prod, mais c'est pas grave. Ne le faites pas comme moi sur une démonstration, et vous n'aurez pas de problème. On va rebasculer sur... Alors non, avant de basculer sur mes slides, si jamais on avait été plus loin, l'intention telle qu'elle est censée être définie, du coup on va lui dire que cette fois-ci on autorise le trip viewer à accéder à Trips API, et user API également, j'ai mis dans l'autre sens, d'ailleurs j'ai mis dans les deux sens, et TripViewer à accéder à la partie user API. Vous voyez, du coup en termes de définition, c'est quand même un peu plus explicite, on parle de service à service. Ce qui est par contre assez intéressant quand même à noter, c'est que c'est pas au niveau du service que l'on fait l'onboarding de Consul, enfin du service mesh, c'est bien au niveau des containers, enfin au niveau des pods, d'accord, à ce niveau-là. Et du coup, ici, on est dans notre déploiement, template, et c'est ici qu'on fait la notation. C'est pas au niveau du service. Pourtant, par contre, une fois qu'on l'aura fait, ça sera par rapport au service qu'on verra cette différence. Ce qui est assez intéressant à retenir si jamais vous vous posez la question. Ne le faites pas au niveau du service, ça ne marche pas. Par acquis de conscience, on va juste appliquer notre network, notre intention. Hop. Voilà, je vais faire un cas delete aussi au passage de l'autre, celle qui marche pas puisqu'elle est pas sync, de toute façon ça sert à rien de la garder. Hop. Voilà. Et puis on va refaire un apply. Ouais. Quand il m'aura rendu la main, on pourra passer à la suite. Marche pas aujourd'hui. Très bien. Il n'a pas voulu. Donc là, il a mis un peu de temps pour me rendre la main. C'est pas grave. Je vais vous rebasculer sur les slides et vous montrer sur le backup, au cas où, ce qui est censé se passer. Alors du coup, ça c'était l'objet consul intention. Très bien. Ça c'était un autre exemple avec un autre service en l'occurrence. Comment est-ce qu'on autorise des services entre eux. Donc encore une fois, c'est un peu plus simple à gérer puisqu'on parle de service à service. C'est assez intéressant. Faites attention, ceci étant, par contre, quand vous gérez une intention, enfin un objet de ce genre-là pour lui donner des autorisations, la destination, on l'a fait une seule fois. Après, par contre, du coup, il faut rajouter les sources. En tout cas, sinon, vous pourriez y avoir des erreurs. Donc ça, c'est la démonstration qui marche plus ou moins bien. Ce que vous devez avoir, par défaut, quand vous êtes en mode hello, ce que j'ai jusque-là pas eu de problème à vous montrer, vous voyez que du coup, quand on prend un service, il voit tous les autres services qui sont déployés, et du coup, on a un truc comme ça assez visuel. Une fois qu'on met en place une denial intention, on a un truc comme ça, où du coup on voit on voit les intentions qui sont définies, on voit qu'on a une intention ici, denial services, et après on a les intentions qui sont définies pour dire quel service a le droit d'accéder à quoi. Et là vous voyez du coup du point de vue de TripViewer, du service TripViewer, on sait qu'on peut accéder au trip service et au user profile service et inversement parce que j'autorise dans les deux sens au cas où. Et donc du coup en plus d'avoir une déclaration un peu plus simple, on a un affichage un peu plus user friendly puisqu'on a une console de gestion. Ok, donc c'est ça qui, à mon sens, fait aussi la force de Consul par rapport à, enfin, ou d'un service mesh d'ailleurs, par rapport à la network policies. Ok, je vais pas aller plus loin que ça. Du coup, si on essayait d'accéder depuis encore une fois un pod à l'extérieur à notre service, à nos applications embarquées dans le service mesh, ça ne marcherait pas parce que du coup le proxy consul, pardon, le proxy envoy de consul ne l'autoriserait pas. Et donc du coup on aurait atteint un deuxième niveau de micro-segmentation qui serait assez intéressant. Ce qui nous amène à la fin pour conclure. Alors du coup, mis à part ce petit bout de démon qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on a retenu?
Si on veut aller plus loin que juste la network policies, on a le service mesh qui nous permet d'embarquer et tous nos microservices dans un service mesh et d'avoir un autre niveau de filtrage réseau qui peut faire du filtrage niveau 7, ce qui est assez intéressant. Un autre truc dont on n'a pas parlé, qui est propre au service mesh, et du coup de rajouter du MTLS pour avoir de la sécurisation encore plus avancée entre nos microservices, ce qui est vraiment non négligeable. Et puis comme tous les services mesh Consul va vous permettre également de faire du traffic shaping un peu plus granulaire, c'est-à-dire que notamment si vous voulez faire de l'équilibrage de charge de type Canary par exemple, vous pourrez le faire plus facilement avec un service mesh qu'avec juste un objet Kubernetes qui lui sera limité au nombre de déploiements que vous avez. Si vous avez 3 réplicas, vous n'irez pas faire plus que du traffic shaping à 66-33 parce que si vous avez fait une nouvelle mise à jour, il y a un qui est mis à jour et les deux autres non, et donc du coup c'est limité à ce que vous avez là-dedans. Là, le service mesh est capable d'agir à ce niveau-là. En termes de consul à proprement parler, Consul du coup va être sécurisable encore avec un autre truc qui s'appelle les ACL. Je vous ai montré rapidement, mais je l'ai pas installé. Il y a des moyens de l'intégrer avec des ingress, c'est plus ou moins détaillé, mais en l'occurrence Consul travaille avec sa propre gateway qui lui permet de faire de la fédération de Consul entre data centers ou d'ouverture directement sur des services avec différents types de gateway. Et du coup, ça va également se brancher en termes d'observabilité. Là-dessus, en termes d'intégration avec de l'ingress, Consul n'est pas forcément le plus simple à mettre en œuvre, donc retenez bien ceci. Le plus léger, celui qui est connu pour être le plus léger, ça reste Linkerd, et Linkerd lui s'intègre très très bien avec la plupart de vos ingress contrôleurs, et c'est même son cheval de bataille. Il fait que du service mesh. Il y a d'autres produits sur le marché, on peut parler d'Istio qui fait un peu tout, et un peu comme Consul, il a ses propres trucs à lui. Donc après, à vous de voir quelle solution vous pourriez envisager, mais retenez ceci: la micro-segmentation nativement network policies, ou alors on va un peu plus loin et on fait du service mesh. Ok. Et sur ce, moi j'ai terminé mes slides, je suis désolé pour cette démo ratée, et je vous remercie pour votre attention. Et du coup, je vais prendre les questions si jamais il y en a.